3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous? Moi, c'est la grande forme parce que là, je m'apprête à partir à Los Angeles avec Basket Info et Trip Double. Bon, je peux pas tout à fait appeler ça des vacances non plus parce que j'y vais avant tout pour taffer, mais croyez-moi, je vais pas me priver de kiffer. Welcome to Los Angeles, Mr. Fink. Et tant qu'on est dans le kiff, là, justement, je vais surfer sur la vague de vos votes Twitch de mercredi dernier puisque je vais parler de Joel Embiid. Ceux qui me connaissent un petit peu savent à quel point c'est un plaisir pour moi de parler de ce joueur. Alors let's go en mode coast to coast. Ouais, là, en ce moment, le mec est tellement en train de tout démolir individuellement que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Et je vous le dis tout de suite, au vu de tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à raconter, le programme s'annonce super chargé. Ça permettra de voir aussi s'il y a des évolutions avec la vidéo que j'avais déjà faite à son propos, il y a un peu plus de 2 ans. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Que se passe-t-il en ce moment avec Joel Embiid ? Alors pour commencer, vous avez l'habitude, je vais parler du contexte, planter le décor un petit peu et évoquer le parcours de Joel. Né à Yaoundé, au Cameroun, le petit Joel, quand il était gamin, s'est très vite intéressé au sport. Au départ, c'était le foot qui l'intéressait, mais aussi le volleyball. Son plan de carrière semblait même clair et tout tracé. Il deviendrait sportif professionnel en Europe, en tant que volleyeur. Sauf que comme vous vous en doutez, il y a eu un petit virage. Et oui, Joel, quand il était petit, ne s'est jamais fermé à quoi que ce soit. Et c'est ça aussi qui faisait une de ses forces. Voilà pourquoi, quand l'ancien joueur NBA, Lukemba Amute a organisé son camp de basket, au Cameroun, l'actuel pivot des Sixers s'est tout de suite engagé, et directement il s'est fait remarquer. Le NBAer le prend donc sous son aile, enfile le costume de mentor, et lorsqu'il a 16 ans, il le met dans ses valises, direction les États-Unis. Dès le début, il trouve une place à Joel dans la célèbre Monteverde Academy, mais en raison d'un manque de temps de jeu, il se fait très vite transférer à la Rock School, un établissement privé de Floride dans lequel il se met à briller. Et à partir de là, l'ascension commence. Considéré comme une recrue 5 étoiles, il est déjà sur les tablettes des Kansas Jayhawks, y a pire. Là-bas, il n'y passe qu'1 an, et malgré une vilaine blessure au dos qui lui fait manquer toute la March Madness, ce qu'il montre déjà est amplement suffisant. En seulement 23 minutes de temps de jeu, sa domination au poste de pivot ne laisse personne indifférent. Il commence même à faire de l'ombre à son coéquipier Andrew Wiggins, qui pourtant était le prospect le plus attendu du pays dans sa cuvée. En ce laps de temps, la masse musculaire qu'il a gagnée depuis Yaoundé est complètement insane. Sans vouloir faire de raccourcis faciles, je n'écarte pas l'hypothèse que ce gros changement physique ait été responsable au moins partiellement des grosses blessures qu'il a connues ensuite. Parce que oui, suite à sa draft par les Sixers avec le pick numéro 3 en 2014, les pépins physiques ne l'ont pas lâché, un souci au pied l'obligeant à rester sur le côté pendant 2 saisons complètes, ça pique. À ce moment-là, beaucoup d'observateurs ne croient plus en lui, et certains le comparent même déjà à Greg Oden. L'image de colosse au pied d'argile qui ne pourra jamais faire carrière en NBA à cause des blessures commence à lui coller à la peau. Pourtant, dans l'ombre, le mec travaille, il se donne et n'abandonne absolument pas. Les retours du staff des Sixers sont très enthousiasmants, mais tout le monde n'attend qu'une seule chose avant de s'enflammer, voir enfin Joel Embiid à l'œuvre et en bonne santé dans un match officiel en NBA. Et heureusement c'est arrivé un jour, en octobre 2016, c'est le moment où il fait ses grands débuts face au Thunder. Là, même si tout le monde prend encore ses précautions, ce qu'il montre lors de ses premiers matchs est très hypant. Avec un temps de jeu qui est restreint à 20-22 minutes, il dépasse régulièrement les 20 points, enchaîne les doubles-doubles et atteint même les 33 unités au mois de décembre face aux Nets lorsqu'on lui permet enfin de jouer plus de 25 minutes. En ce laps de temps, les récompenses pleuvent, il est élu rookie du mois à plusieurs reprises et même logiquement sélectionné pour le Rising Stars pour le NBA All-Star Weekend. Son niveau augmente crescendo, tout le monde commence à prendre confiance, mais en février, c'est la tuile, la grosse tuile. Une importante déchirure du ménisque qui nécessite une opération prive Joel des festivités du All-Star Weekend et des complications le rendent out pour tout le restant de la saison, c'est juste dramatique. Le géant semble définitivement promis à une carrière compliquée, où il passera moins de temps sur les parquets que sur les tables d'opération. En raison d'un trop grand nombre de matchs manqués, il échappe au trophée de rookie de l'année, qui un petit peu par défaut du coup est attribué à Malcolm Brogdon. Après c'est vrai que 31 petits matchs joués en 3 saisons c'est vraiment très peu, et même les plus optimistes ont de quoi s'inquiéter. Alors que les fans actuels de Zion Williamson repensent à ce qui est arrivé à Joel Embiid et se rassurent, même si la situation est quand même quelque peu différente. Et puis ce qui est important, c'est que malgré ses nouveaux problèmes de genoux, les Sixers de Sam Hinkie continuent à lui faire confiance à Joel. Il faut dire qu'il est la pierre angulaire du process, et ce qu'il a prouvé suffit à convaincre l'équipe
l'équipe de lui proposer une extension de 5 ans à 148 millions de dollars, avec 30 millions de bonus s'il est sélectionné dans les Team All-NBA, mais aussi une clause de rupture de contrat en cas de blessure dévastatrice. Dans ce deal, du coup, du côté de Philadelphie, on prend toutes les précautions possibles, mais le pari est risqué, et aujourd'hui, à mon avis, il ne le regrette absolument pas. Pour la saison 2017-2018, le pivot affole les compteurs, et pose notamment une énorme perf à 46 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres face aux Lakers, c'est complètement fou. Cela l'emmène, pour sa première campagne en NBA, sans pépin physique, à être élu titulaire au All-Star Game. Pas mal, non? Surtout que la suite de la saison continue sur le même rythme, Embiid étant élu plusieurs fois meilleur joueur de la semaine pour la conférence Est en NBA. Mais boum, quand les playoffs approchent, une fracture de l'orbite qui nécessite une opération l'interrompt à nouveau, la guigne. Mais cette fois-ci, il arrive à vite se remettre, et après avoir manqué les 2 premiers matchs de la post-season, il revient avec un masque pour aider Philly à passer le first round face au Heat. Malheureusement, ce beau parcours est interrompu en 5 matchs par les Celtics lors du tour suivant. Embiid a beau râler contre les arbitres suite à l'élimination, et la NBA reconnaît même un petit peu ses torts, mais il n'y avait probablement rien à faire, Boston était juste trop fort. Sauf que le truc qui peut inquiéter, c'est qu'à ce jour-là, en 2022, collectivement, Embiid n'est jamais allé plus loin que ce deuxième tour. Entre la cruelle élimination en 7 matchs face aux Raptors en 2019 en demi-finale de conférence, le choke dans la bulle en 2020 face aux Celtics et la débâcle de 2021 face aux Hawks, jamais encore le Camerounais, malgré les espoirs qu'il suscitait avec Ben Simmons, n'a connu les joies d'une finale de conf. Pourtant, individuellement, pendant tout ce temps, il assure et il continue à dominer. Il enchaîne les sélections All-Star, augmente largement ses stats et finit même dauphin de Nikola Jokic dans la course au MVP en 2021. Il est vrai que cette année-là, avec des Sixers qui ont fini premier de la conférence Est, c'était normal aussi de le considérer. Dommage qu'il ait manqué trop de matchs. Par contre, c'est vrai qu'on attendait plus de cette équipe aussi. Et même si son niveau était largement remarqué, avec même une pointe à 50 points face aux Bulls, en raison de ce manque de résultats collectifs, quelques critiques commençaient à montrer le bout de leur nez. C'est donc dans cette ambiance que la saison 2021-2022 commence, et le contexte est compliqué, très compliqué même. Ben Simmons n'accepte pas les critiques de Doc Rivers, de Embiid et du public de Philly. Il se met à bouder, refuse de jouer pour les Sixers et toutes les responsabilités arrivent brusquement sur les larges épaules du pivot camerounais. Là on pouvait s'y attendre, malgré de maigres espoirs à l'ouverture de la saison, le début de campagne des Sixers est plutôt difficile. Embiid n'est pas régulier, il se plaint du nouveau ballon, d'une douleur au genou qui le handicape depuis les derniers playoffs, mais aussi des prises à 2 bien plus agressives maintenant que les défenses peuvent se concentrer sur lui en priorité, ça fait beaucoup. L'absence de Ben Simmons commençait définitivement à peser sur le jeu des Sixers, et en conférence de presse, le Camerounais n'était clairement pas le plus heureux du monde. Pour couronner le tout, ce dernier chope le Covid, il manque 9 matchs et les Sixers coulent en ne chopant que 2 wins pendant cette période. Pendant ce temps, le pivot souffre, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça m'a frappé fort, j'ai vraiment cru que je n'allais pas m'en sortir, c'était si violent. Je suis simplement reconnaissant d'être assis ici, j'ai lutté mais je suis vraiment heureux d'avoir surmonté ça, d'être ici et de faire ce que j'aime. Ça va évidemment me prendre du temps pour retrouver mes jambes et mon cardio, mais je bosse dur et je progresse tous les jours. Et effectivement, malgré 3 belles perfs à 40 points ou plus dans les 10 matchs qui ont suivi son retour, l'irrégularité est bel et bien présente. Les Sixers gagnent davantage de matchs, mais ils dépendent beaucoup trop du jeu de leur pivot, et lorsqu'il est un petit peu en dedans, certaines défaites deviennent difficiles à accepter. Sauf que là, plus ça va et plus Embiid retrouve de sa superbe. S'affichant plus affûté depuis la maladie, il semble en forme, plus tonique, plus athlétique, mais aussi plus dominant que jamais, à tel point qu'aujourd'hui, le revoici dans la course au MVP. En même temps, on peut comprendre pourquoi, il semble encore plus puissant, aller encore plus haut et être bien plus vif qu'en début de saison. En parallèle, au moment où j'enregistre cette vidéo juste avant le match contre les Lakers, il est sur une série folle. Sur ses 4 derniers matchs, il n'est jamais descendu en dessous des 38 points, avec même une pointe à 50 en 27 minutes face à Orlando. Pour aller avec ça, jamais il n'a pris moins de 12 rebonds sur cette période, c'est juste lunaire. Depuis début janvier, Embiid tourne à 37 points par match et les Sixers n'ont perdu que 3 fois lors des 15 derniers matchs. Mais que s'est-il passé? Est-ce que ça va durer et est-ce que Joel Embiid a corrigé les principaux défauts qu'on lui reprochait un petit peu jusque-là? Eh bien c'est justement ce qu'on va analyser à partir de maintenant. Le premier truc à savoir concernant Joel Embiid, c'est qu'il est un joueur complètement guidé par ses émotions. Lui-même se considère comme un troll. Il est un gars qui adore s'amuser sur le terrain ou avec le public, quitte à parfois disrespecter ses adversaires. Le souci, vous l'imaginez, c'est qu'avec ce comportement, dans la sphère NBA, il ne s'est pas fait que des amis. Ses sorties dans les réseaux n'étaient pas du goût de tous, parlez-en à Karl Anthony Towns. Son attitude a provoqué des pétages de plomb, mais en plus, non seulement il est arrivé que ça le fasse sortir de son match, mais ça lui a aussi valu quelques suspensions. Tout ça, c'était vraiment évitable. Là-dessus, on attendait qu'il mûrisse, qu'il se comporte plus en adulte, ou plus comme la superstar qu'il devait être.
Les images de ses pleurs dans la défaite face aux Raptors en playoff en 2019 nourrissaient les haters qui s'en donnaient à cœur joie. À ce moment-là, pas mal de gens commençaient à penser qu'il n'aurait pas le mental nécessaire pour atteindre le niveau qui lui était promis. Sauf que là, depuis environ un an, c'est la complète révélation. Est-ce son nouveau statut de père de famille qui lui a fait passer une étape en termes de maturité? Impossible à dire, mais force est de constater que même s'il continue aujourd'hui à jouer les trublions en face de Montrezl Harrell ou de Kevin Durant, ses provocations sont bien mieux contrôlées, bien mieux maîtrisées, notamment dans ses sorties d'après-match. Désormais, il réussit à se servir de ses émotions comme d'une motivation supplémentaire, et encore mieux, en plus de ça, maintenant, il prend tous ses coéquipiers, tous les Sixers dans son sillage. L'absence de Ben Simmons ne lui a pas donné le choix, il devait se comporter en leader, et ce costume, jusque-là, il l'endosse à merveille. Alors qu'avant, son body language était critiquable lorsque ses coéquipiers choquaient et qu'il semblait faire la gueule, aujourd'hui, il les encourage, les porte et cherche à les impliquer autant que possible. Quand Tyrese Maxey est passé à côté d'un match, dernièrement, il l'a soutenu, en rigolant, gentiment, et quand Tobias Harris s'est fait siffler par les fans de Philly, il n'a pas hésité une seconde à le défendre. Il n'a pas mis ses shoots ce soir, mais il a contribué lorsqu'il était sur le terrain. Je l'ai trouvé très bon, j'ai énormément confiance en lui. Il y a 2 ans, ça m'est arrivé, je connais ça. Comme je le dis toujours, les fans resteront des fans, ça n'a pas d'importance pour eux si on est sur un run de 15-0. Si l'autre équipe marque, ils vont huer, c'est comme ça à Philadelphie, et moi j'adore ça. Tobias a su le faire, il a terminé le match de façon géniale ce soir. C'est comme ça qu'il faut répondre aux critiques. Et pour aller plus loin, le Camerounais semble en ce moment connaître la plus belle période de confiance de toute sa carrière. Bien sûr, c'est un gars qui n'a jamais eu la réputation du mec le plus humble en NBA, et dernièrement, il disait que s'il voulait, il pouvait être Dirk Nowitzki, Michael Jordan ou Shaquille O'Neal, à sa guise. Bon, là on ne va pas le cacher, il y a quand même un petit peu d'abus, même si on peut voir à peu près ce qu'il veut dire. Surtout que là, depuis environ 2 mois, plus ça va, plus il met ses propos en application, comme si ses propres mots l'avaient boosté, et qu'il avait des promesses à tenir. Alors qu'avant il peinait lorsqu'il jouait loin de Philadelphie, aujourd'hui cela ne l'impacte plus, il tient trop à bien faire. Lui-même affirme que chaque soir, il s'efforce d'être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et qu'il y arrive ou non en fin de carrière, il aura au moins le mérite d'avoir essayé, d'avoir cette volonté. Qu'on aime Joel Embiid ou qu'on ne l'aime pas, impossible de nier qu'il est un joueur exigeant, affamé, compétiteur et surtout qui sait d'où il vient. J'ai toujours pensé que je n'étais pas assez bon, même lorsque je suis arrivé à l'université. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune chance que j'y arrive. Le fait que les gens aient cru en moi lorsque j'ai obtenu une bourse, c'est tout ce que je voulais. Je voulais profiter de cette opportunité pour obtenir un diplôme, aller travailler quelque part et gagner de l'argent pour ma famille. Je n'aurais jamais imaginé ce destin et j'ai décidé d'en profiter à 100%. Donc oui, Joel Embiid est un joueur de basket qui sur le terrain se laisse beaucoup guider par ses émotions. Ça c'est un fait irréfutable. La différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui il a réussi à s'en servir comme d'une vraie force qui le pousse vers le haut. Au final, la situation Simmons à Philadelphie a servi sa révélation et ça lui a permis d'utiliser sa personnalité pour devenir un vrai leader. Là-dessus, les progrès sont flagrants. Yeah, you're doing a good job. Thank you. Surtout qu'après, pour enchaîner, un autre domaine dont je veux parler, c'est sa lecture de jeu. Mais avant tout ça, j'ai quand même une question à vous poser. Êtes-vous abonné à cette chaîne? Non? Comment ça non? C'est vrai que vous êtes un joli pourcentage à mater les vidéos là, sans follow. C'est quand même dommage. Honnêtement, là j'ai envie qu'on pousse à fond vers le haut, parce qu'on a une chance d'atteindre les 50K avant la fin de l'année 2022. Ce serait un tel accomplissement. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, personne d'autre. Alors go, cliquez sur ce bouton rouge et m'aider à faire décoller la fusée. Mais bref, après ce petit coup d'auto-promo, d'ailleurs n'hésitez pas à faire pause si vous voulez aller vous abonner, revenons à la vision de jeu de notre cher Joel. Pendant longtemps, Embiid voulait faire beaucoup de choses tout seul, c'est sûr. Lorsqu'il était pris à 2, ses choix n'étaient pas toujours les bons, il paniquait, faisait n'importe quoi et avait tendance à perdre beaucoup de ballons. Pour un pivot qui constamment attire les défenses, c'est embêtant, très embêtant. Après je ne dis pas parce qu'il s'est remis en question plusieurs fois, et chaque année il a fait des progrès dans le domaine, mais rien de comparable avec cette saison. Aujourd'hui, les prises à 2, il les anticipe, en levant la tête et en regardant les placements de ses coéquipiers. Maintenant que Ben Simmons n'est plus là, Doc Rivers fait l'effort d'entourer Embiid avec un maximum de shooters, et ceux-là sont servis par le pivot, et même si Philadelphie a parfois un jeu un petit peu stéréotypé, ils en profitent. Joel sait quand il va être pris à 2, et il ne force jamais, il prend son temps. À sa façon, il est tout autant un meneur de jeu que n'importe qui d'autre sur le terrain. Il obtient de très bons tirs à Seth Curry, à Danny Green et à tous les autres. Quand il fait ça, il devient indéfendable, parce que si vous faites une prise à 2, nous obtenons un shoot à 3 points, et si vous ne le trappez pas, il score. Il a bossé sur ça pendant tout l'été. Les gens pensent qu'ils peuvent encore le prendre à revers sur ça, mais il leur donne constamment tort. Et ça, si vous voulez une illustration, ça se voit clairement dans les statistiques de cette saison. Déjà, jamais Joel n'a délivré autant de caviar, et en parallèle, c'est quand même assez rare pour le soulever, jamais il n'a perdu aussi
peu de ballon. De plus, en scorant 29 points en moyenne depuis le début de la saison, Joel n'a jamais autant scoré dans toute sa carrière. Il n'y a pas à bégayer, soir après soir il est un casse-tête pour toutes les défenses. Du coup, à son tour maintenant d'expliquer comment son travail estival l'a porté vers le haut dans ce domaine. Avec Drew Hanlen, mon coach perso, cet été nous avons commencé à regarder des vidéos de MJ, de Kobe et d'autres arrières. C'est en partie pour ça que mon playmaking est meilleur, j'ai écouté les critiques, je voulais vraiment rendre mes coéquipiers meilleurs et le résultat est correct. Je vais encore faire des erreurs de temps en temps, tout n'est pas toujours parfait, mais chaque jour j'essaie de progresser. Et ce qui est très fort, c'est qu'il paraît prendre énormément de plaisir là-dedans, quand il emmène tous ses coéquipiers avec lui. Plus ses potes sont bons et plus il se surpasse, et plus il se surpasse, plus ses potes sont bons. C'est génial, surtout que ce n'est pas le seul domaine dans lequel il a step up. Wow. That's crazy. Depuis son arrivée dans la grande ligue, on le sait, Joel Embiid est un monstre en face-up. Faire un step back après quelques dribbles, créer la séparation avec son adversaire et envoyer un pull-up indéfendable qui fait trembler le filet, il sait le faire avec talent et peu de joueurs de son gabarit peuvent se vanter d'être si performants dans le domaine. Les fade-away, les side-step, les jab-step et tout plein d'autres moves habituellement réservés aux arrières font définitivement partie de son éventail. Contre Boston, il y a quelques semaines, il s'est même permis de rentrer un game winner hyper compliqué, comme quasi seul lui aurait pu le rentrer, sans donner l'impression de forcer, arguant que jour après jour ce tir il le bosse à l'entraînement, et on veut bien le croire. Pour aller plus loin, même si ce n'est pas dans ce rôle-là que je le préfère, jamais en carrière il n'a été aussi adroit à 3 points. Et même si selon moi il passe encore trop de temps derrière la ligne, je me dis que c'est pas si mal, car il arrive de mieux en mieux à doser ses tentatives. En fait, pour faire un premier bilan, il est juste plus discipliné, et tout ça c'est forcément très positif. Puis ce qui est particulièrement nouveau en plus de ça, c'est sa capacité à porter la balle en transition. Chez les Sixers à ce jour, énormément de choses passent par lui, peut-être trop, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en tire bien. Quand il prend un rebond, il sonne la charge, il lance le jeu rapide, et tout ça c'est nécessaire, surtout en l'absence de Ben Simmons. Ça a toujours été en moi, mais cette saison j'ai beaucoup plus de liberté pour porter la balle et pousser le jeu en transition. L'année dernière, nous avions déjà un joueur qui était très bon dans ce domaine, alors il fallait lui donner la balle pour qu'il crée des actions pour lui ou pour les autres. Il était super fort là-dedans, son absence a évidemment provoqué un trou pour nous pour ce qui est de lancer les contre-attaques. Voilà pourquoi j'ai décidé de franchir une nouvelle étape dans mon jeu, afin de pouvoir assumer ce rôle. Jamais je n'aurais pensé que ce soit Joel Embiid qui compense l'absence de Ben Simmons de la sorte. Il n'apporte pas exactement la même chose, c'est sûr, et n'a pas le même niveau d'exécution, sur le playmaking par exemple, mais au moins il fait de son mieux, il se donne, et finalement c'est lui qui s'en sort le mieux dans l'équipe. Et puis allez, que serait cette vidéo si on ne parlait pas des qualités exceptionnelles de Joel Embiid en post-up? Ça je ne vais pas en parler des heures, on le sait, dans la ligue il est probablement le meilleur, ou au moins le plus dominant dans ce secteur. En alliant puissance, footwork, bully ball et même maintenant QI basket, peu peuvent l'arrêter sans faire de prise à deux. En quasi 2 mois, seul Rudy Gobert a réellement réussi à le limiter un tant soit peu, et on parle quand même d'un triple depoy là. Et ce que j'aime particulièrement cette saison, c'est que là encore, il arrive à utiliser tout ça à bon escient. Il sait quand et comment insister sur le jeu de haut panier, notamment en fin de rencontre quand c'est serré afin de provoquer des fautes et choper des points faciles, lui qui est celui qui shoot le plus de lancers francs dans la ligue, avec un joli pourcentage de 82. Si faire des fautes était une stratégie envisageable et efficace face à Shaquille O'Neal, elle ne l'est absolument pas face à Joel. Jouer contre Embiid, c'est comme entrer dans une machine à remonter le temps, c'est comme jouer contre Patrick Ewing ou Shaq ou Hakeem Olajuwon. Surtout qu'en plus il va s'écarter et shooter à 3 points, ou faire du main à main, mais il est l'un des rares gars dans la ligue qui peut dominer un match de A à Z depuis le poste bas. Ouais, de A à Z n'abusons pas non plus mon cher Steve Kerr, car Embiid a beau être dans la forme physique de sa vie, bully des gars pendant 40 minutes dans un seul et même match, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais c'est encore là qu'il a progressé justement, en creusant l'écart en début de match, en insistant sur les post-up, il peut ensuite se reposer sur le banc ou en passant un peu plus de temps au périmètre avant de remettre un petit coup si besoin dans le money time. Non seulement c'est très fort, mais par-dessus le marché, c'est très malin. Vous l'avez bien compris, de toute façon, plus les années passent et plus Joel Embiid devient un monstre offensivement. Du coup, parlons un petit peu de sa défense qui cette saison pose davantage question, et je peux comprendre pourquoi. Pour moi, en fait, il y a 2 raisons principales, et même si elles sont censées, je veux quand même y apporter quelques limites. La première, c'est que son defensive rating n'a jamais été aussi faible depuis le début de sa carrière, et si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point je donne de l'importance à ce chiffre. Cependant, il faut aussi prendre en compte que l'absence de Ben Simmons dans la défense au périmètre joue beaucoup là-dessus, et vu que cette stat analytique se base en grande partie sur les performances défensives collectives, ceci explique au moins partiellement cela. Après, et c'est vrai, des mecs comme Jakob Poeltl, comme Mo Bamba ou comme Willy Hernangomez viennent de réaliser limite le match de leur vie face à Joel Embiid, et ça peut inquiéter.
Cependant, ça n'a pas empêché le pivot camerounais de les dominer violemment individuellement et de repartir à chaque fois avec la win. Alors personnellement, même si j'admets que cette année il y a davantage de questions à se poser là de ce côté du terrain, je ne suis pas du tout inquiet. Déjà peut-être qu'avec tout ce qu'il donne en attaque, il a un petit peu moins d'énergie pour revenir en défense, et franchement j'ai même pas l'impression. En fait, en regardant les Sixers, j'ai l'impression que cette saison, avec l'absence de Ben Simmons, il doit faire plus de choses, il essaye d'être un petit peu partout sur sa moitié de terrain. En sortant plus, et c'est logique, il laisse beaucoup plus d'espace derrière lui aux intérieurs, et notamment ceux qu'on a cités avant qui ont fait des bonnes perfs, et de toute façon, même si c'est pas ça, peu importe, je me dis. En sortant plus, et c'est logique, il prend plus de risques, et laisse beaucoup plus d'espace aux intérieurs derrière lui. C'est aussi pour ça que des gars, comme ceux qu'on a cités juste avant, peuvent faire de bonnes perfs. De toute façon, que ce soit ça ou non, peu importe. Embiid reste un protecteur de cercle élite qui, à mon sens, mérite encore une fois une place dans les All Defensive Teams cette saison. Ses moyennes de contre n'ont pas baissé, et face à lui, soir après soir, beaucoup d'adversaires arrivent surmotivés, avec l'idée de se montrer face à l'un des pivots les plus dominants du game. Ça joue aussi. Alors les doutes, je les entends. Joel est peut-être un poil moins dominant en défense qu'il l'a été ces dernières années, mais personnellement je m'en tape, parce que dans ce secteur, il fait le taf, et largement. Bon allez, je vais arrêter là, je vais arrêter de le saucer, sinon vous allez croire que je suis fan, et j'avoue que ce serait pas totalement faux. Individuellement, Joel Embiid est une bête, un vrai monstre, et là Chris Ben Simmons ne l'a pas touché, au contraire, elle l'a boosté. Même si le bilan des Sixers ne fait pas partie des meilleurs, ce n'est pas un hasard si le pivot est bien installé dans la course au MVP. Joueur du mois en décembre dans la conférence Est, il semble favori pour remporter une nouvelle fois ce trophée en janvier. C'est fou, non? Sauf que dans un sport collectif, l'essentiel n'est-il pas de gagner des titres? Bien sûr que si. Et est-ce que les Sixers, en l'état, peuvent le faire cette année? Bien sûr que non. Enfin, j'abuse, mais j'ai de gros doutes quand même. Actuellement, je vais être cash, le jeu de Doc Rivers me paraît beaucoup trop prévisible et énormément de choses reposent seulement sur Joel. On ne gagne pas souvent des bacs tout seul et un paquet d'équipes rivales semblent mieux armées collectivement. Bien sûr, elle ne dispose peut-être pas des assets nécessaires pour arrêter complètement le Camerounais, mais peu importe. Actuellement, à l'Est, sur une série de 7 matchs, je vois au moins 3 ou 4 équipes qui partiraient favorites en playoff face aux Sixers. En d'autres termes, en l'état, je ne suis même pas certain que Joel et ses potes arriveraient ne serait-ce qu'à passer un petit tour, et ce serait bien dommage vu le niveau du bonhomme. Voilà pourquoi dernièrement j'insiste beaucoup dessus, mais je pense qu'il est temps que Daryl Morey se bouge. La situation Ben Simmons doit se régler au plus vite, avant la deadline si possible. Je veux bien comprendre qu'il espère un James Harden ou un Bradley Beal cet été, mais là rien ne dit que ça se fera. Surtout que rien ne dit non plus que Joel aura la même confiance, la même forme physique et le même niveau de jeu l'an prochain. Là en vrai, en retardant le trade de Simmons, j'ai l'impression que Morey est en train de gâcher la meilleure saison de Joel Embiid, son prime, et ça saoule. Charles Barkley d'ailleurs dernièrement n'a pas du tout hésité à dire ce qu'il en pensait. Ben Simmons ne rejouera plus jamais à Philly car les fans ne lui pardonneront pas. Ils doivent faire un trade maintenant et tourner la page pour de bon. Ils ne l'utilisent pas de toute façon et vu qu'Embiid joue de façon fantastique cette saison, c'est juste du gâchis. Ils doivent prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Franchement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Chuck sur ce coup-là, je veux bien le rejoindre, à 100% même. Perdre du temps avec un joueur comme Joel dont l'état de santé est si aléatoire, c'est beaucoup trop risqué. Alors bien sûr que Seth Curry, Tobias Harris, Tyrese Maxey et tous les autres ne sont pas des peintres, mais est-ce que ça suffira pour aller gagner un titre? Ok, Embiid lui pense qu'il y a moyen si tout le monde joue à son best, mais perso j'ai de gros doutes même si j'espère me tromper. Aujourd'hui le Camerounais est juste l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue, et peut-être même l'un des pivots les plus dominants de ces dernières décennies. Il a prouvé, malgré de nombreux doutes, que même en 2022, dans le basket moderne, il était tout à fait possible de créer une équipe ambitieuse autour d'un pivot. Alors s'il te plaît Daryl, just do it, donne à Joel le supporting cast qu'il mérite, tu as tous les assets pour faire ça. Ce serait bien trop bête qu'un joueur si dominant puisse terminer sa carrière sans aucun titre parce qu'on a gâché son prime. Voilà pour ce qui est de Joel Embiid, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez qu'il peut être MVP cette saison? Vous pensez qu'il peut gagner des titres à court terme? Et est-ce que vous pensez, vous aussi, que les Sixers doivent faire un trade tout de suite? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de connaître votre avis à ce sujet. Petit point de Twitch aussi, parce que c'est important, lundi soir à 21h30, on fait un gros live pour choisir les remplaçants du All-Star Game. Soyez au rendez-vous, ça risque d'être très lourd. Et si vous ne pouvez pas, vous connaissez, il suffira de venir sur YouTube à partir du mercredi 10h pour avoir le best-of. Facile. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, j'appellerai Joel Embiid pour qu'il les démolisse, qu'il les boule.
Ouais, big up à toi Briscoe, et big up aussi à tous ceux qui sont restés jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important pour le référencement. Mais surtout, merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Tipeee. Je le répète tout le temps, je sais, mais le mois de janvier, à chaque fois, pour moi en tout cas, est vraiment décisif pour le reste de l'année sur YouTube. Alors si vous voulez rejoindre la grande famille des tipeurs, je ne pourrais qu'être 1000 fois reconnaissant. C'est le moment parfait, let's go, à très vite.